2 inscrits et on a déjà donc 34 participants, donc spectateurs 30. Donc on va pouvoir peut-être commencer ce webinaire parce que je vois déjà commencer, même si vous chauffez entre guillemets la salle, vous la chauffez avec la notion de liberté. Donc peut-être ce serait bien de commencer ce webinaire. Hein. Donc déjà, moi je peux simplement vous dire déjà bonjour et bienvenue à tous nos spectateurs. Donc petit à petit, ceux qui sont retardataires donc, nous rejoindront. Donc déjà nous vous remercions de vous être inscrits nombreux, vous êtes plus d'une 60aine. Donc à ce webinaire de la médiation professionnelle qui est aujourd'hui assez spécial parce que d'abord c'est du direct et puis deuxièmement ça sera du différé sur donc notre chaîne librement.tv. Alors moi j'allais vous dire cet après-midi si nous parlions liberté et si nous nous interrogions sur quel pourrait être le monde, notre monde de demain. Alors, avec nous, nous avons deux professionnels qui, tout en apparence, donc les séparer, logiquement, mais en fait, ils vont vous en parler et on va voir qu'ils vont peut-être se compléter l'un l'autre. Alors, l'un est avocat, il va vous parler de droit, il va vous parler de droits et obligations, il va vous parler même de philosophie du droit, en la personne de maître Carlo Alberto Brusa. Il est également président de Réaction 19. Donc, merci Carlo d'avoir accepté notre invitation. Et nous avons donc une deuxième personne invitée, fondateur de la médiation professionnelle. Alors, il est spécialiste de l'organisation sociale, voire sociétale, dans la manière d'être en relation, du vivre ensemble. Eh bien, c'est Jean-Louis Lascou, qui est vice-président de la CPMN, donc la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, et également président de l'EPMN, École professionnelle de la médiation et de la négociation. Alors, chacun ont vraiment leurs compétences, leur domaine de compétences, mais en tout état de cause, ils se rejoignent parce qu'ils jouent leur rôle dans la vie en société et chacun se sent engagé en des termes politiques, en ce sens où ils participent avec leurs compétences donc à cette vie en société. Alors, pour démarrer le sujet, qui est le sujet de la liberté, eh bien, pour moi, liberté, déjà, ça m'a fait penser à Paul Éluard, qui, dans un poème, donc finissait son poème à « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie et je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté ». Alors, ma première question, parce que je vais laisser la parole à nos invités. Première petite question, comment définiriez-vous le terme liberté? Qui prend la parole? Je suis sûr que l'avocat, qu'avec l'avocat qui est en face de moi, si je ne prends pas la parole tout de suite, il va la prendre et en toute liberté. Donc, moi, je me donne la liberté de prendre la parole et de la lui donner un instant. Parce que quand même, Carlo, je suis très content d'abord que tu viennes participer à cette discussion avec nous et que tu viennes apporter ton avis sur cette thématique de la liberté qui te tient à cœur. Et c'est là-dessus aussi que je suis très sensible à ta position et à tes arguments, que je ne partage pas tous. Je te le dis, je ne les partage pas, mais j'apprécie beaucoup la personne que tu es, la manière dont tu le portes et l'engagement, surtout la réflexion. Ce que j'ai dit déjà de toi, c'est que tu es une personne qui réfléchit et qui est capable, il me semble, de revenir sur une idée si tu as constaté qu'elle n'était pas pertinente. J'ai observé ça dans tes discussions, dans tes propos et dans tes positions sur les uns et sur les autres, où j'ai pu observer ça sur ces discussions-là. Donc, ma première manière de te dire ça, c'est de te dire sur la liberté. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire parce que je suis de la lignée de Mandela et je le dis avec force quand je dis ça parce que pour moi,
celui qui enferme est bien plus prisonnier que celui qui est enfermé. Donc, ceux qui nous limitent nos libertés aujourd'hui sont bien plus enfermés que nous le sommes, ou en tout cas que moi je le suis, moi qui n'ai pas porté de masque depuis le début de cette affaire, moi qui me ferais peut-être, si jamais c'était à démontrer, me ferais vacciner, si c'était vraiment opérationnel, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, c'est dans cet état d'esprit que Mandela avait indiqué. Pour moi, la liberté, c'est ça, c'est je peux être libre par-delà même les barreaux qui peuvent être mis devant moi et les interdits qui peuvent être mis devant moi. Ma liberté, on ne peut pas y toucher parce qu'elle est vraiment tellement intériorisée que ce n'est pas en me restreignant les pas sur la planète qu'on va restreindre ma liberté. Ça a déjà été fait, j'ai déjà l'expérience mandélienne, je dirais, et donc je n'ai pas peur de ça. Alors Carlo, j'ai déjà parlé alors que j'avais dit que je ne le ferais pas, mais ça c'est les gens de parole devraient plus les lâcher que les tenir. Alors je lâche ma parole et je te laisse t'exprimer déjà. Bienvenue et je suis très heureux que tu viennes partager avec nous ce moment de discussion. Carlo, que peux-tu nous dire donc, sur la liberté? Je ne sais pas, mais je crois que vous aviez prévu 1 heure. Je pense qu'il faudrait que nous puissions déjà rajouter quelques heures. Non, je vais tâcher d'être synthétique parce que je crois que Jean-Louis a déjà dit, mais il a cité Mandela. Mandela est la manifestation peut-être la plus forte de la liberté. Un homme qui était enfermé pendant 27 ans, un homme qui on a privé de la liberté, et que à travers ses pensées, à travers son énergie, a réussi à, ça n'a pas été la sortie de prison, mais à travailler pour mettre fin à ce qui était un régime de privation de liberté qui s'appelait l'apartheid. Donc en réalité, la liberté, je pense que si on veut avoir une vision concrète de la liberté, on arrive à la définir plutôt par des manifestations. Théoriquement, on peut dire des choses extraordinaires. Philosophiquement, tous les philosophes s'y sont penchés. Mais à la fin, c'est quand on est privé de liberté que nous commençons à comprendre ce qu'est la liberté. Quand on nous enlève la possibilité d'aller venir, quand on nous enferme pendant 23 heures, qu'on nous oblige à faire une attestation pour sortir, quand on nous empêche de manifester, quand on nous empêche d'exprimer nos opinions parce que la censure sévit, quand on nous empêche de travailler, quand on nous empêche d'ouvrir nos commerces, quand on nous empêche de décider pour nos enfants, quand on nous empêche effectivement de faire ce que subjectivement nous permet de pouvoir nous épanouir, c'est là que nous constatons ce qu'est la liberté. La liberté, c'est cette capacité conférée à chaque être humain d'avoir la possibilité de s'épanouir dans la limite des autres, bien sûr. Il n'existe pas de liberté absolue. La liberté absolue, c'est l'anarchie absolue. Être seul, Robinson, il est dans une liberté absolue, mais il ne partage rien avec l'humanité. Par contre, quand vendredi arrive, eh bien, ils sont deux. Et là, leur liberté est déjà limitée. Il faudra l'organiser. Et c'est là qu'effectivement, on va chercher la règle du droit qui va tâcher de régler les libertés de chacun. Donc, c'est pour ça que le droit peut aussi être défini comme une source de liberté. Parce que c'est à travers le droit que nous pouvons régir la liberté. Et le droit, ne se confondons pas avec la loi, avec les textes, les décrets, les lois organiques, etc. Parce que le droit, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende comme la liberté. En réalité, la bataille de l'homme, depuis son origine, je pense, je ne parle pas de la genèse de la Bible, mais des origines, c'était une lutte permanente entre l'asservissement et la liberté. Parfois même l'asservissement à la nature, parce que parfois quand la nature est impitoyable avec l'homme, l'homme a dû se battre pour garder sa liberté, pour survivre, parce que déjà survivre et vivre est une liberté. La liberté de vivre, la liberté de respirer, la liberté d'avoir de l'oxygène, la liberté d'avoir la possibilité de penser. Et pour finir cette petite introduction, quand on regarde bien, qu'est-ce qu'a clamé comme liberté la plus forte Mandela? La liberté de penser. Et je continue à dire aujourd'hui
qu'on peut aller au café, on peut aller au bar, on peut aller manger. On croit que ce sont peut-être des libertés. En réalité, ce sont des actions que nous pouvons accomplir à l'intérieur d'un espace. Mais la liberté la plus puissante, c'est la liberté pour l'homme qui fait la différence entre l'homme et l'animal et la nature. C'est notre capacité de penser et notre capacité d'avoir des opinions et de pouvoir les exprimer. Pour moi, aujourd'hui, la liberté est avant tout l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, parce que dans beaucoup de pays, vous avez le droit d'aller manger au restaurant, vous avez le droit de travailler, vous allez avoir le droit de pouvoir faire plein de choses. Mais il y en a une qui est absolument empêchée dans les dictatures, c'est la liberté de penser, la liberté d'exprimer ses opinions, la liberté de manifester ses opinions. Et cette liberté-là, elle est essentielle pour l'épanouissement de l'homme. Merci à vous deux pour cette introduction concernant donc la définition de la liberté. Et je me permets de rebondir, Carlo, justement sur une interrogation que je peux avoir, qui est, tu as cité donc l'article 10 de la Constitution des droits de l'homme, et donc d'une manière générale, la loi au sens large du terme. Donc la loi dans notre société, bon, on peut dire qu'elle est garante de liberté. Mais aujourd'hui, quand on voit que cet outil qui est aujourd'hui donc la loi nous amène à des lois dites liberticides, on peut peut-être douter de cette garantie que nous offre justement la loi dans le sens de la protection des libertés. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que pour vous, véritablement, la loi est-elle vraiment une garante des libertés? Alors, la loi... Pardon. J'allais alterner, moi. J'allais alterner. Pas tous les deux, vous aurez le droit de parler. Non, J'aimerais d'abord revenir sur un propos de Carlo, parce que c'est là où, en fait, entre la loi et la position de médiation, il y a en tout cas de la profession de médiateur que j'ai initiée, il y a un grand écart. Et cet écart-là, il se manifeste déjà par une idée, que la liberté s'arrêterait là où commence celle d'autrui. Pour moi, ça, c'est une erreur de la conception des Lumières du XVIIe siècle qui ont voulu faire quelque chose. Ils ont voulu faire une avancée, mais ils n'étaient pas capables d'avancer parce qu'ils étaient déjà encore sous l'emprise très forte des croyances souverainistes, des croyances de l'idée souveraine qu'il fallait une autorité et que le monde s'explique par une autorité souveraine, créatrice. Et donc, il faut que l'humain reduplique cette manière de concevoir l'organisation universelle avec une autorité entre nous, donc un roi, un président, etc. Et là, c'est autant de libertés qui peuvent être mises sur la table pour être sacrifiées, parce qu'on devrait faire des compromis pour pouvoir vivre ensemble. Le vivre ensemble, comme je ne suis pas d'accord avec ce que disait Carlo sur le fait que quand Robinson est seul, Robinson n'est pas libre. Il devient libre lorsque vendredi arrive. Et c'est parce que sa liberté était une illusion. Il ne pouvait pas échanger, il ne pouvait pas dialoguer, il n'avait pas d'opinion à partager, il ne pouvait pas communiquer avec autrui. Il commence à communiquer avec autrui quand vendredi arrive. Maintenant, je laisse tomber le lien entre vendredi et Robinson parce que deux fois, quand il raconte ça avec une représentation de la société. Il est très marqué par une représentation sociétale, de même que Robinson est très marqué par une représentation sociétale. Et donc, il a des rapports avec Vendredi qui sont des rapports de l'homme supérieur avec un homme éventuellement inférieur. Donc ça, mais pourtant, c'est le début de sa liberté, c'est quand on est ensemble. On peut devenir plus libre parce qu'on apprend des autres. Et c'est là que la liberté peut s'épanouir. Ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres, parce que la liberté, ce n'est pas une propriété, ce n'est pas un endroit, une propriété matérielle.
c'est de l'immatériel. Et c'est ça qu'il est très difficile pour des gens de comprendre. Alors là-dessus, je partage l'idée, c'est on ne peut apprécier la liberté que quand vraiment on en a été privé à un moment donné et qu'on a dû changer de manière de penser. Mais la liberté, c'est une manière de penser. Et puis une manière de décider. Une manière après de transformer une décision en projet. Donc je dis, la liberté, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on a par essence. On ne naît pas libre. Ce n'est pas vrai. On est dépendant. On devient libre en apprenant la liberté. Et ce n'est pas la loi qui nous apprend la liberté, puisque la loi nous restreint, nous contraint. C'est le passé. Or, la liberté, c'est le maintenant et le futur. Ce n'est pas le passé qu'on traîne derrière nous. Donc, pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend et donc qui s'enseigne. Et tout le travail que j'ai développé sur la médiation, sur l'aide à la décision, c'est de promouvoir l'idée de soyez plus libre et décidez par vous-même. Donc, c'est la décision qui fait que je vais pouvoir prendre une décision éclairée. Le problème aujourd'hui, c'est que, alors je reviens à ta discussion, après avoir précisé mon propos dans le champ duquel j'interviens, c'est que la restriction des libertés auxquelles nous sommes confrontés, et où nous avons été confrontés, et nous sommes toujours menacés, parce qu'il y en a toujours qui disent « attention, on va pouvoir revenir au confinement au mois de septembre ou au mois d'octobre », c'est-à-dire qu'on est menacé. C'était hier, on avait le problème de la crise économique, maintenant on est menacé par une soi-disant crise sanitaire. Je suis entièrement d'accord pour dire que c'est une soi-disant crise sanitaire. Mais pourquoi ? Alors, il y a des gens qui voient des intentions, tu as commencé comme ça, Carlo, tout à l'heure, dans notre discussion intime, tandis que nous n'étions pas encore connectés au webinaire, et puis un peu après aussi, quand tu as chauffé un peu la salle, tu as dit qu'il y avait tu as des lectures qui montrent qu'il y a des gens qui ont des stratégies et des volontés et des déterminations. Moi, je ne pense pas que je suis, de ce point de vue-là, je sortirais Rocard du placard, pour dire que vraiment, pour faire du complot, il faut vraiment être très fin, très subtil, très intelligent. Et je suis vraiment désolé de dire que nous sommes gouvernés par des imbéciles qui sont très instruits. C'est vrai que ça fait illusion, mais des gens qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas vraiment s'entourer de gens intelligents, ils s'entourent de gens plus bêtes qu'eux. Et ça, c'est le vrai problème. On est confronté à cette situation où, depuis De Gaulle, puisqu'on en parlait aussi, on est le 18 juin, on peut se rappeler de cet appel que tu as évoqué, Carlo, tout à l'heure, de cet appel à la rébellion. Moi, je ne ferai pas un appel à la rébellion, je ferai un appel à l'intelligence, parce que c'est vraiment l'intelligence qui manque dans notre société, c'est vraiment l'intelligence et ça me navre de dire ça. Parce que je préférais dire, nous sommes dirigés par des gens brillants, intelligents. Je suis heureux sur cette planète de partager avec vous une gouvernance éclairée. Mais non, ce n'est pas vrai. On a des imbéciles au pouvoir, des imbéciles instruits. Et ça, je rappellerai pour le coup la citation de Rabelais qui avait mis dans la bouche de Pantagruel, de Gargantua, il lui avait mis dans la bouche l'idée que science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Eh bien, on a des gens très, très, très instruits qui ont acquis de la science, mais regardez, ils utilisent des statistiques en veux-tu, en voilà, pour faire des démonstrations qui se contredisent les unes les autres, pour nous donner des chiffres qui devraient nous convaincre qu'on devrait se faire vacciner, qu'on devrait porter des masques, et puis quelques temps après, ils utilisent les mêmes statistiques pour dire « Oh là là, ne faites pas ça, vous allez être en infraction. » Et on en est là. Ils ne savent pas utiliser les connaissances, ils ne savent pas utiliser les sciences. Et moi, j'ai toujours noté que la Guyane, pour Emmanuel Macron, était une île. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un garçon qui a été quand même instruit, qui veut gouverner la France, ne connaisse pas le territoire sur lequel il veut régner au moins pendant 5 ans, ou en tout cas qu'il veut gouverner? Eh bien, oui, c'est vrai.
je suis vraiment désolé que ma liberté, que notre liberté, soit dans les mains de gens qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas capables de raisonner correctement et qui ne sont pas capables de s'entourer de gens qui ont des capacités intellectuelles fortes, telles que, je dirais, Raoult, qui a été vraiment un type brillant, difficilement contestable. S'il était vraiment contestable, il devrait être démissionné de l'hôpital qu'il dirige, du centre de recherche qu'il dirige. Il ne devrait plus avoir de subventions. Or, il est toujours subventionné. On sait bien que c'est un grand esprit. C'est quelqu'un de très réfléchi. Je ne sais pas, je ne connais rien à sa matière, mais justement, lui, il semble bien être incollable dans sa matière, comme moi je le suis dans ma matière. Donc, je trouve que l'effort qui devrait être fait aujourd'hui devrait être un effort de contribution à plus d'intelligence pour faire progresser la liberté. Parce que la liberté, ça s'apprend. Carlo, qu'en penserais-tu par rapport à déjà ces lois liberticides qui devraient être normalement garantes de nos libertés? Tu as bien évidemment développé tout un arsenal juridique pour justement aller à l'encontre de ces lois. Qu'en penses-tu? Que pourrais-tu C'est nous quand dire? même, moi je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, le premier acte libérateur, c'est la désobéissance. Et je le dirais, et je le dis de manière très forte. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, c'est trop facile de dire, il y a certaines thèses comme l'argument philosophique d'Antigone sur le droit juste, mais ça reste que de la philosophie. Non, il existe des lois injustes. La loi peut être injuste parce que je rappellerai tout simplement à tous nos amis qui nous suivent que pour nous, les juristes, et pour tous les philosophes, Kant est un des plus grands penseurs. Mais Kant, c'était aussi quelqu'un qui disait dans la métaphysique des mœurs que l'enfant qui est né hors du mariage peut être supprimé parce qu'étant né hors du mariage, il est né hors la loi. Et Kant, c'était quelqu'un qui disait, lorsque je prends mon petit déjeuner, je lis le journal officiel et c'est là que je vois effectivement tout le droit. Or, je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que si effectivement on devait concrétiser le droit dans la loi, ça veut dire tout simplement que la loi deviendrait omniprésente, omnipotente, comme effectivement était un peu l'idée des grands révolutionnaires. La loi, rien que la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, la France est réfractaire au référendum, alors que je rappellerai tout simplement que dans notre Constitution, la souveraineté populaire s'exprime par la représentation populaire et par le référendum, placé sur un pied d'égalité avec une conjonction « et ». Eh bien non, eh bien nous sommes là toujours à attendre que la loi soit la grande libératrice, alors que nous voyons aujourd'hui que la loi est la plus grande contrainte. Et quand on parle de loi liberticide, c'est quelque chose, je dirais même, antinomique. Parce que le mot loi, comme tu l'as dit justement, Edith, doit être porteur de liberté. C'est la loi qui devrait nous libérer des carcans. C'est la loi qui devrait conférer des droits pour nous permettre de nous épanouir. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la représentation populaire qui, au lieu de protéger les libertés, c'est celle qui les enfonce. Soit ils délèguent à l'exécutif l'intégralité des pouvoirs de l'article 34 de la Constitution, avec le code de la santé publique, l'urgence sanitaire, le droit donné à l'exécutif de décider d'un tout, la liberté d'aller venir, de s'exprimer, de manifester, de travailler, etc. Et de l'autre côté, le Parlement ne statue que les lois liberticides. La loi sécurité globale, avec un texte horrible. Ils ont fait la loi Avia, qui a été zappée par le Conseil constitutionnel autour de 80%, au point qu'elle n'a pas été promulguée, mais c'était un accord qui est intervenu entre le chef de l'État, le Conseil constitutionnel, pour qu'effectivement, ils ne puissent pas passer pour des cons, parce qu'ils avaient fait une loi qui était totalement impopulaire et qui allait causer des dégâts terribles dans un contexte sanitaire qui était monstrueux. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un déclin absolu. Et Jean-Louis, je trouve que tu es trop, je dirais quasiment trop confiant sur ces hommes politiques. Tu parles d'hommes politiques, effectivement, tu as cité effectivement Rabelais qui rappelait science, conscience. Ça, ok, mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui,
Ces hommes politiques, chers amis et chers Jean-Louis, ne sont plus des hommes politiques qui sont le fruit de gens qui se passionnent pour un pays, pour un peuple, et qui vont donner leur vie, leur corps, leur âme pour la France et pour le peuple français. Ce sont aujourd'hui des fantassins, parce que quoi qu'il en soit, Macron n'est pas le fruit d'un travail d'un homme politique qui s'est réveillé un jour et pendant des années il s'est battu pour atteindre un jour disons, la posture suprême, celle de devenir président. C'est quelqu'un qui a été placé là tu parlais de mot gouvernance, bien sûr, c'est pas le mot gouvernement, parce que le gouvernement, à un sens précis, c'est le gouvernement du peuple et pour le peuple dans notre constitution. Alors que là, on n'est pas du tout dans le gouvernement du peuple pour le peuple, on est dans une gouvernance. Effectivement, ce sont des gens qui sont là pour faire de la gouvernance parce qu'on n'est plus géré par de la politique. Nous sommes gérés par l'économie, nous sommes gérés par les big pharma, les big data, les GAFAM, le grand capitalisme qui aujourd'hui se manifeste au niveau mondial et puis se manifeste au niveau de chaque partie de l'Europe. La France a une centaine de capitalistes qui détiennent le pouvoir. Quand tu penses que tu prends 10 personnes qui représentent quasiment un quart du budget de la France, ces gens-là n'ont pas envie que ce soit Bouza ou Jean-Louis à gérer la France. Ils ont envie qu'il y ait un larbin qui s'appelle Macron et qui sera à les servir et qui sera asservi à leur pouvoir. Un monsieur Drahi qui pèse 110 milliards d'euros, un monsieur Bernard Arnault qui pèse 140 milliards, un monsieur Xavier Niel qui avec sa compagne, la fille de monsieur Arnault, pèse au grosso modo 50, et vous prenez ces personnes-là, on est à 350, 400 milliards de dollars. Et tu vois que ces personnes-là, étant en vie, ne se désintéressent, ils laissent que le jeu politique se fasse de la manière la plus naturelle. Non, ils sont là pour décider. Le mot Macron a été prononcé 600 000 fois en 3 mois sur BFM. 600 000 fois a été prononcé lorsqu'il était élu. Il était inconnu au bataillon. C'est un petit secrétaire d'État à l'économie. On l'a mis là pour faire un peu ses classes. Et après, il est devenu président en quelques mois, alors que c'était les mérites connus. Il n'avait pas de parti politique. D'ailleurs, un parti qui n'existe même pas. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des élections du parti, c'est La République en marche. Après, ils ont été élus parce qu'on mettait la photo. Comme quand on a dit à Mme Bonner, tu n'as pas été élu. On a décidé que tu sois député parce que tu étais présente sur l'affiche à côté de Macron, point à la ligne. Mais sinon, tu n'existes pas en tant qu'élu du peuple. Voilà, ça, ce ne sont pas des choses que j'invente, ce sont des choses qui sont le fruit de la réalité. Et ces gens-là, les Français, les étudiants, les professeurs de droit, doivent savoir cela, parce que malheureusement, ces situations-là ne sont pas dites au grand jour, parce que ça fait du mal à ma France, ça fait du mal au peuple français. Parce que quand on voit notre constitution, quand on voit notre bloc de constitutionnalité, on a l'impression qu'effectivement, nous sommes dans le pays des bisounours. La réalité est bien autre. Je ne suis pas destructeur de ce pays. Ce qui me choque, que le pays qui était un phare mondial, c'était une lumière. Il y avait l'océan, des dictatures, et il y avait un pays qui s'appelait la France, qui était une lumière. On y allait comme un phare. Et là, aujourd'hui, ce pays, il s'est totalement vendu, il s'est plié à cette gouvernance mondiale, il s'est plié à cette dictature. Et je le dis, et je le continue à dire, parce que de toute façon, la réalité est celle-là. Je veux dire, quand De Gaulle a perdu son référendum en 1969, il a perdu ce qui était le dernier rempart de la République. Et l'économie a pris la relève. Pompidou, qui était le directeur de la Banque Rothschild, et tous les autres, on a quitté la politique et des hommes politiques et des gens qui aiment la France et le peuple français, parce que quand on aime son peuple, on n'enferme pas. Quand on aime son peuple, on ne fait pas de loi liberticide. Quand on aime son peuple, on ne le laisse pas nuire. Quand on aime son peuple, on n'affronte pas un problème sanitaire en parlant de guerre et en utilisant des sanctions criminelles ou des sanctions pénales. C'est pas ça. Quand on aime son peuple, on le cajole, on le soigne, on se bat, on le responsabilise, on cherche un dialogue qui soit un dialogue intelligent, cultivé, instruit, alors que ça fait 1 an et 4 mois qu'on nous traite encore comme des débiles, comme des enfants, comme des idiots, comme des castrés mentaux, comme des lobotomisés. Et ça, ce sont des gens qui aiment le peuple. Ce sont des gens qui représentent le peuple. Donc, c'est pas un problème d'instruction, c'est pas un problème de conscience. Ce sont des problèmes. C'est un autre problème, c'est que ces gens-là, ce sont des gens qui sont au service d'un pouvoir qui n'est pas là pour gérer, un pouvoir qui est autre, le pouvoir économique. Parce qu'un milliardaire, la seule chose qui lui manque, c'est l'éternité. Pour le reste, la chose qui l'énerve le plus, c'est qu'il va crever
comme moi et vous tous. Et ça l'énerve. Parce que quelqu'un qui a 5 milliards, il se croit Dieu, mais malheureusement, il va crever comme tout le monde. Il va se retrouver sous terre. Et ça les dérange. Donc, quand tu es milliardaire, tu ne peux que mépriser le peuple. Tu ne peux que l'haïr au plus profond de toi. Tu ne peux que l'haïr. Pourquoi? Parce que tu seras au même niveau qu'eux quand tu vas crever. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est une explication philosophique, psychanalytique et psychologique de ce qu'est le mépris du riche envers le pauvre. Parce que le riche est tellement puissant qu'il veut même acheter la culture. Quand j'étais à Marseille, que nous nous sommes rencontrés à Marseille, il y avait au Mucem, il y avait Clint, si je ne me trompe pas. Et en même temps, oui, en même temps, à la bourse, l'ancienne bourse du commerce, il y avait qui était? Ce sont les tableaux de propriété de Bernard Arnault. Concomitamment, au moment que nous parlions de liberté, tu avais au Mucem de Marseille et à Paris Bernard Arnault qui occupait avec ses œuvres dont il est propriétaire une partie de la culture de la France, du monde. Voilà ce qui veut dire la puissance de l'argent, voilà ce qui veut dire la puissance et le mépris des riches envers le peuple. C'est pour cette raison que le peuple, il faut le matraquer, le peuple, il faut l'éborgner, le peuple, il faut le massacrer. Merci, Carlo. Merci. Oui, tu voudrais rajouter quelque chose, Jean-Louis? Oui, parce qu'en fait, c'est très juste, mais sur ce point-là, nous sommes d'accord sur le fait que la question qui se pose, c'est de savoir à qui nous confions le soin de notre liberté. C'est-à-dire que là, on peut s'apercevoir qu'il y a une évolution quand même dans les pays, dans les cultures et dans les pratiques de gouvernance. Moi, je vois bien que j'ai eu des discussions comme ça sur les conditions de vie de nos ancêtres. Hein, il y a certains qui disent, oui, mais tu te souviens, mes ancêtres, c'était des esclaves. Oui, c'est vrai. Les miens, certainement aussi, si on va un peu plus loin. Mais bon, après, c'est ce que je veux dire par là, c'est que les choses ont évolué. Les choses évoluent doucement. Et c'est pour ça que moi, je suis plutôt de la pensée d'Henri Laborit aussi, qui marquait le fait que la société évolue, la société humaine évolue, et nous ne sommes pas dans une configuration où nous allons verser dans un État autoritaire, comme certains le craignent et puis le disent et ont en retour le fait de se faire appeler complotiste. Non, moi je pense que c'est pas ça. C'est que tant que la bêtise a le champ pour s'exprimer, et pour gouverner, elle gouverne. Et puis à un moment donné, elle s'épuise. Et là, c'est là qu'il y a de l'intelligence qui vient. Toutes les sociétés ont évolué comme ça. Et c'est la bêtise qui les a fait s'effondrer à un moment donné. On a vu l'Empire romain, bon, on dit toujours, regardez l'Empire romain. Quand on prend l'exemple du droit, parce que quand on parle du droit, eh bien, on parle souvent du droit romain ou du droit napoléonien, qui est quand même deux structures hyper autoritaires, esclavagistes, au possible, hein. C'est incroyable de pouvoir se référer. C'est comme si les Allemands disaient, ouais, Hitler, c'est vraiment génial. On a passé un super moment. Grâce à Hitler, on a des autoroutes. Et nous, on dit, grâce à Hitler, grâce à Napoléon, c'est notre Hitler, hein, en fait. On a quoi? On a eu le rétablissement de l'esclavage, on a eu l'abolition de l'école, on a eu le pouvoir au clergé qui a été rendu, enfin plein des propriétés qui ont été rendues d'une manière éhontée. Enfin, il y a plein quand même de conséquences sur la vie napoléonienne, indépendamment du fait que pendant cette période-là, qui a été moins de 20 ans, hein, ça a été la catastrophe en Europe. Et on est toujours en train de se référer au phénomène du droit issu de cette période-là. Mais il faut voir, ça a quand même été une évolution. Alors, la référence au droit et à la loi, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre le droit, l'idée du droit sur le plan éthique et déontologique et puis philosophique. Globalement, le droit au travers de la Déclaration des droits de l'homme et la loi
qui est un phénomène issu de succession de majorités qui se contredisent les unes les autres la plupart du temps. Et puis après, on voit que même la loi européenne vient s'imposer sur la France. Moi, je ne suis pas du tout opposé à l'idée de l'Europe. J'ai été très content, je fais partie de la génération de ceux qui ont pu voir l'ouverture des frontières. Mais alors, avec un seul passeport, déjà, tu commences à naviguer sur la planète, sur une partie de la planète. C'est quand même génial. Mais c'est vrai que les lois sont de fait souvent liberticides. Et c'est ce qu'on a pu s'en apercevoir ici dans cette mise en place de cette comédie incroyable, de cette comédie sanitaire incroyable. Je ne sais pas dans 50 ans quelle mise en scène théâtrale nos descendants vont mettre en place, mais je pense qu'ils vont bien se marrer comme avec Le Malade imaginaire au temps de Molière, où ils mettaient en scène les médecins complètement farfelus et les femmes savantes, et je vous en passe, et des pires. Et donc là, on peut voir que vraiment, on a eu les médecins du temps de Molière ressurgir, sortir des tombes et devenir les conseillers des gouvernants. On a vu le docteur Knock apparaître à la télévision en permanence. Je l'ai dit dès le mois de mars 2020. Et quand je l'ai vu arriver, je l'ai reconnu. Et puis en plus, il avait son pote Big Pharma derrière lui, qui comptait l'un sur l'autre pour être crédibilisé. Non, on voit quand même qu'on a assisté à une grande comédie et qui continue encore. Mais je pense que, vous voyez, j'ai pas de boule de cristal comme beaucoup de font, mais je peux penser qu'une seule chose, c'est que les choses évoluent en s'améliorant tout doucement. Mais ça s'améliore. Et je vous dis, je suis le terrien témoin, et je crois que nous sommes 3 et d'autres ici, témoins terriens du fait que les choses s'améliorent, puisque mes grands-parents n'avaient pas des conditions de vie comme celles que j'ai, et puis encore avant, ils n'avaient pas des bonnes conditions de vie. On a amélioré nos conditions de vie. Alors il y en a qui vont dire, oui, mais c'est aux dépens d'autres personnes sur la planète. D'accord. Ok, je ne vais pas faire mon mea culpa là-dessus, j'y suis pour rien. C'est aussi toute une civilisation qu'il faut réformer, et c'est mondial. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, oui, regarde, c'est la gouvernance mondiale. Je ne pense pas qu'il y ait de complot, les gens. Il n'y a pas de complot. Donc, quand on dit les complotistes, c'est mal nommé. On essaie de comprendre une situation et de vouloir la faire avancer. Et moi, je suis d'accord avec Carlo sur le fait que la désobéissance est une bonne chose. Et je vais te le dire. Je suis rentré dans une pharmacie il n'y a pas longtemps et la dame me dit, monsieur, il faut porter le masque. Parce que tu as compris, je n'ai pas porté le masque depuis le début et puis je rentre dans les commerces comme ça. Donc je me suis fait jeter plusieurs fois. Mais je n'ai pas lâché le bout. Et là, elle me dit, il faut porter le masque. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas venu pour un conseil sanitaire, je suis venu pour avoir juste de l'effet Algan. Je fais de la pub. Alors elle me dit, ah oui, mais la loi vous oblige au masque. Moi, je lui dis, j'insiste bien, madame. Si vous allez vite, vous êtes derrière une vitre, vous risquez rien. Je suis venu juste vous acheter ça. Alors, il y a un monsieur qui se penche et puis qui me regarde d'un air critique et je lui dis, vous savez ce que c'est que la désobéissance et l'indiscipline? Eh bien, elle est matérialisée devant vous. Elle m'a vendu parce qu'il faut bien comprendre que les correspondants de Big Pharma sont là pour faire du business. Ça, on est très clair là-dessus. Et donc, elle m'a vendu ce que j'étais venu chercher. Et je suis reparti. Donc, je suis d'accord sur le fait que l'indiscipline et la désobéissance sont nécessaires. Parce qu'il faut être prudent, mais être suffisamment insolent, mais pas trop, pour pouvoir se protéger soi-même, pour que les gens ne s'exposent pas inutilement. Parce que je crois une chose, c'est que, comme le disait Laborite que je citais tout à l'heure, c'est la fuite qui a permis à l'humain de survivre. Ce n'est pas les grands courageux, ils sont tous morts au front, même parfois des moins courageux, mais ceux qui ont fui, ils ont réussi à faire quelque chose.
Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance maintenant, j'ai eu tendance pendant toute ma jeunesse à affronter, à me bagarrer, mais maintenant ma bagarre a changé et j'aime bien l'idée de la fuite. Et si je vous fais un conseil de lecture, lisez l'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Il n'a pas vieilli, il est toujours aussi succulent et il vous fera réfléchir sur la manière de faire face à des systèmes d'autorité en fuyant. Un regard fuyant, c'est une bonne réponse. Je te remercie, Jean-Louis, pour ta réplique et puis cette indication. Merci, Carlo. Donc, en fait, finalement, la loi n'est pas particulièrement aujourd'hui garante des libertés, bien au contraire, puisque, comme tu l'indiquais, Carlo, et insisté que loi liberticide, déjà, c'était vraiment une hérésie. Et en tout état de cause, aujourd'hui, c'est une réalité que l'on vit du fait, justement, d'une instrumentalisation, d'une certaine gouvernance dite mondiale. Et on va dire, par rapport à Jean-Louis, c'est de dire qu'en tout état de cause, la loi n'a jamais garanti quoi que ce soit au niveau des libertés, et les libertés plutôt passent au travers de celles des autres. Ça, c'est plutôt une divergence, je dirais, philosophique que vous avez pensée, qui est assez importante. Mais donc, puisque la loi ne garantit pas aujourd'hui nos libertés, comment peut-on les garantir à proprement parler? Alors, vous avez parlé aujourd'hui de désobéissance, donc vous situez en dehors, je dirais, de la loi. Mais qui dit désobéissance dirait refus de cette servitude. Alors, je me permets de vous rappeler qu'il y a Étienne de la Boétie qui, lui, vous parlait dans son discours de la servitude volontaire, c'est bien le peuple qui délaisse la liberté et non pas le tyran qui la lui prend. Donc, ça pourrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y ait quand même une grande majorité de personnes qui ne s'interrogent pas, qui ne vont pas plus au-delà de ça et qui sont dans cette notion de servitude volontaire. Aujourd'hui, c'est plutôt comment la dictature a-t-elle été possible, parce que c'était le sujet d'Étienne de la Boétie, mais qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Et il n'y a pas de tyran sans esclave, en définitive. Alors, comment la servitude peut-elle être volontaire? Comment peut-on avoir le désir de se soumettre? Ça, c'est autant de questions que l'on peut s'interroger et qui peut, à la limite, nous expliquer le pourquoi de certaines personnes. Là, par exemple, depuis la levée des masques, ce matin, j'en ai vu encore une bonne trentaine en 5 minutes que j'ai croisé avec un masque. Donc, cette servitude volontaire, comment l'expliquez-vous et comment pouvez-vous envisager que, eh bien, cette servitude ne soit plus pour justement nous permettre de garantir nos libertés ou à tout moment de faire valoir déjà nos libertés? Carlo, Jean-Louis, je vous laisse. Si je peux me permettre, je prendrai bien la parole sur ce que tu es en train de dire. D'abord, tu as touché des thèmes qui sont, je dirais, au cœur du sujet que nous vivons aujourd'hui. Il est clair qu'à travers le choix qui a été entrepris par le gouvernement français, par l'Europe et par le monde dans la manière d'affronter cette épidémie, il y a quand même un dénominateur commun. Pour quelle raison autant de mépris de la part du pouvoir des peuples? J'utilise le terme-là de mépris. Parce qu'en réalité, quand on arrive à une telle dimension de privation de liberté, de volonté de soumettre, pour moi, il y a une forme de mépris, il y a une forme de déshumanité, c'est quasiment inhumain. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des suicides, nous avons des gens qui sont en dépression, des gens qui sont dans un état pitoyable, c'est parce qu'effectivement, la manière dont la gouvernance française, européenne et mondiale a géré en utilisant d'une manière, je dirais, machiavélique au sens négatif du terme, ce qui est la puissance de la loi et la puissance de l'ordre. Mais le gros problème, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les 30 glorieuses, où effectivement le capitalisme a commencé à régenter la partie occidentale de notre monde, mais non simplement, parce que le capitalisme est allé conditionner la Russie, qui était quand même théoriquement la manifestation du bolchevisme, la Chine aussi. Donc le capitalisme, l'argent a désormais
une telle emprise dans le monde entier, parce qu'il n'existe plus une partie du monde qui se prévaut de Marx, qui se prévaut de philosophie marxiste, à mis à part la dernière enclave de Cuba qui tente au fur et à mesure de modifier, on voit très bien ce qui se passe. Je le dis de manière très, très claire, c'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment que le capitalisme devient la clé de voûte du système, devient une société où l'argent devient le roi et l'essence de notre système de vie, parce qu'on a parlé de confinement pour des questions d'économie. N'oublions pas qu'on a confiné parce qu'on n'a pas assez de lits, parce qu'on n'a pas assez de moyens qu'on a mis en place, parce qu'on a passé notre temps à faire des économies sur la santé, parce que comme ça, on peut dépenser l'argent autrement, en le donnant, par exemple, aux gens qui ne travaillent pas pour qu'effectivement, il y ait la paix sociale. Donc, en réalité, quand tu construis ta société qui ne se fonde plus sur des valeurs humaines, sur des valeurs de bonheur, sur des critères de bien-être qui sont liés aux choses les plus simples de l'être humain, et que le capital et l'argent deviennent la manifestation absolue, absolue, tu as, et là je rejoins la dictature et la vision de la Boétie, tu deviens l'esclave et on est tous esclaves de quelque chose. Nous devenons les esclaves de l'argent. N'oublions pas que passera plus facilement un chameau dans le trou d'une aiguille qu'un riche dans le royaume des cieux. Mais quand on lit même les évangiles, je ne suis pas catholique, je ne suis pas en tant que tel un croyant, mais déjà dans les évangiles, plutôt plus dans l'évangile que dans la Bible, on a cette crainte qu'effectivement, avec l'argent devenant Dieu, à la place de Dieu, il n'y a plus aucune liberté. Et au fond, on est tous aujourd'hui esclaves. Et on passe notre vie à être maître et esclave parce qu'il y a un nouveau roi qui régente le monde, mais d'une manière absolue. C'est l'argent. Quand on avait la société, on avait le marxisme et on avait la Russie qui nous permettait de dire on a deux blocs, on a une vision, le capitalisme qui a la liberté, le bien-être de l'autre côté, et puis le marxisme. On avait même si c'était quelque chose qui n'était pas philosophiquement juste, ça permettait de dire on a une vision contrastée de la manière de vivre une société. Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, les deux systèmes se rejoignent. D'un côté, dans le collectivisme marxiste, tu as l'anéantissement de l'individu au profit des outils de production, et de l'autre côté, de le capitalisme, tu as l'anéantissement de l'individu au profit de l'État hegelien, qui est effectivement celui qui dirige, qui décide et qui fait perdre ta souveraineté individuelle. Mais dans l'État hegelien, il y a quelque chose on a les outils de production dans le marxisme et on a l'argent dans l'État hegelien. Donc, je ne veux pas ériger l'argent comme mon ennemi, j'en ai tous besoin de l'argent, mais je crois vraiment, et d'ailleurs on regarde, et je terminerai sur ça, regarde actuellement tout ce qui est fait. Quand on parle même de l'argent en espèces, la privation des espèces pour avoir la monnaie contrôlée, pour qu'effectivement tout puisse être contrôlé à travers les cartes bancaires, les comptes bancaires, avec les paiements qui soient tous numériques, etc. Mais parce qu'effectivement, il y a même une part d'argent qui est libératrice. Le fait de payer en espèces, c'est une part d'inconnu que nous pouvons sauvegarder. Or, cet argent-là n'est pas un argent libérateur, c'est un argent qui fait peur à ceux qui détiennent le pouvoir, parce que si tu as des espèces, tu n'existes pas aux yeux du pouvoir. Donc, cet argent-là devient quelqu'un de dangereux. Donc, on voit quand même qu'en permanence, tout se résume dans une lutte d'argent. Jean-Louis a parlé des Big Pharma. Bien sûr, les Big Pharma, n'oublions pas qu'aujourd'hui, depuis que nous vivons cette crise, les seuls qui ont gagné du fric, ce sont les GAFAM, les Big Data, les Big Pharma et tous les grands structures capitalistiques. Je rappellerai que même LVMH a augmenté son chiffre d'affaires. LVMH, dans la situation de crise économique, de crise sociale, de crise sanitaire, a augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices. C'est quand même exceptionnel. Donc, c'est bien le signe que quand tu as ces structures capitalistiques tentaculaires et mondiales, tu n'existes plus en tant qu'individu. Tu perds, tu deviens une matricule au service. Tout à l'heure, Jean-Louis parlait des frontières. Bien sûr que les frontières ont été vendues comme quelque chose d'exceptionnel, de la liberté. Et on regarde bien, plus on a mondialisé et plus les systèmes de contrôle individualisés ont grandi. On grandit à une dimension qu'aujourd'hui on existe si on a un QR code, si on a un pass sanitaire et s'il y a une reconnaissance faciale. Ça, c'est la liberté.
Le fait de pouvoir voyager, est-ce que c'est ça le sens de liberté? Mais qu'en réalité, chaque fois que tu bouges, l'État, le pouvoir, ce pouvoir coercitif de contrôle, c'est où tu vas, ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu bois, l'homme ou la femme avec qui tu fais l'amour, ce que tu as fait. Parce que c'est ça la réalité. C'est pour ça que aujourd'hui, les philosophes qui nous ont inspirés énormément et qui nous donnent beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont totalement caduques. Et je le dis parce que je suis un passionné de philosophie, je fais philosophie du droit, j'ai passé l'examen de philosophie du droit et j'adore ça. Mais je constate beaucoup de caducité. Beaucoup de caducité parce que il y a quelque chose qui a bouleversé et qui bouleverse aujourd'hui la donne sur un plan philosophique, c'est la révolution numérique. Et la révolution numérique, elle était inenvisageable pour Aristote, pour Platon, pour Socrate, pour Kant, pour Schopenhauer, pour tout ce que tu veux. Parce que cette révolution numérique nous oblige, à nous, gens qui ont envie de penser, à apporter une nouvelle philosophie qui soit libératrice par rapport au numérique. Parce qu'avec le numérique, nous serons inéluctablement des esclaves. Et ça, je le dis de la manière la plus forte et la plus puissante. Bien sûr que l'électricité était la plus grande révolution de l'homme parce que sans l'électricité, les ordinateurs ne peuvent pas fonctionner. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a assez d'électricité pour faire fonctionner ces machines infernales qui nous permettent de nous contrôler et décider effectivement ce que nous devons faire et vivre tous les jours. Et c'est là, on parle de liberté, c'est le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être la liberté, c'est arriver à se libérer du numérique. Comment gérer le numérique? Comment gérer la technologie? Comment gérer ceux qui veulent passer à une forme de transhumanisme qui n'est pas un mot monstrueux en tant que tel, mais c'est un mot qui atteste bien de passer outre ce qui est l'humanisme qui est fondé par l'amour, par la pensée, par le cœur et par l'esprit. Or, la machine technologique, la machine numérique n'a ni cœur, n'a pas d'esprit et n'a pas d'amour. Merci, Carlo. Jean-Louis? Alors à moi, sur Étienne La Boétie, que bien sûr que j'aime bien, j'aurais bien aimé discuter à ses 18 ans, qui était sans doute très, très intéressant de comprendre comment fonctionnait son système à l'époque, hein, parce qu'il faut toujours situer une œuvre dans sa période, dans son époque. Sure. Et Étienne La Boétie fait ça en regardant comment fonctionne l'état de servitude, la cascade de servitude des seigneurs de ce monde, et il parle de sa propre position, il parle de la position de sa famille et puis de ceux qui l'entourent, et il prend des exemples après dans sa culture générale en citant différents contextes, mais toujours au travers de son époque. Et je dirais que fort heureusement, les choses ont changé depuis la Boétie. Moi, j'ai de grandes difficultés à utiliser le mot d'esclave aujourd'hui. Je ne me sens pas du tout esclave. J'ai vécu une vie absolument extraordinaire. J'ai vécu des trucs, je disais à Edith au début, j'ai vécu au début dans un orphelinat. Mais c'est ce que j'ai vécu, c'est absolument extraordinaire. J'ai fait tellement de trucs dans ma vie que je ne vois pas comment je pourrais dire aujourd'hui, parce qu'il y a un contrôle, parce qu'il y a des contrôles dans les aéroports, parce qu'il y a des petits malins qui se mettent devant la place et puis avec une casquette sur la tête qui leur empêche de penser. Qu'ils empêchent de penser. Peut-être qu'ils contrôlent les papiers, ils me demandent des trucs. Mais je me dis, c'est pas grave, ça me soumet pas. Moi, ça me soumet pas. Je trouve dommage, effectivement, de ne pas pouvoir reprendre l'avion comme j'ai pris l'avion jusqu'en 2002, enfin 2002 à peu près, hein, parce que là, il n'y avait pas de contrôle sur les trucs à risque, les bombes, etc. On n'avait pas de contrôle sur les avions, même s'il y a eu vachement de détournements d'avions avant. Hein. Il y en a eu beaucoup avant. Il y en a eu plus avant que ce qu'ils ont pu trouver comme pirates de l'air après. Mais enfin bon. Donc,
c'est quand même assez étonnant de voir comment les choses ont évolué de ce point de vue-là. Et c'est vrai que ce n'est pas rassurant, mais c'est pas rassurant, mais il ne faut pas se laisser tromper. C'est pas parce qu'il y a une petite montée comme une verrue qui apparaît sur l'adolescence de notre société. Je dirais que c'est dans l'enfance que les verrues apparaissent. Hein. Après, elles disparaissent hein, quand on vieillit, qu'on prend de l'âge. Il n'y a plus de verrues. Et là, on est dans une société qui se découvre, qui découvre des moyens absolument extraordinaires, comme tu disais. Le numérique, pour moi, ce n'est pas un esclavage. C'est une instrumentation superbe, extraordinaire, qui nous permet de communiquer. Je pense que la leçon de la Boétie, c'est une leçon d'éveil, c'est une leçon pour dire attention, regardez ce qui risque de se passer. Et c'est vrai que c'est vous, quand vous obéissez à un ordre, quand c'est le public qui se retrouve être l'auteur de sa soumission. Hitler n'aurait jamais existé sans l'assentiment du peuple allemand. À un moment donné, on peut pas dire Mussolini c'est pareil, hein, Carlo c'est pareil, il n'aurait jamais existé. Napoléon c'est pareil, et puis etc. Mais à un moment donné, ça n'a pas toujours été pareil, parce que autant, je dirais, Hitler a été le produit de l'Allemagne, des Allemands, d'une grande majorité d'Allemands, qui n'étaient pas contents pour différentes raisons, avec une communication qui les avait convaincus, qui était super bien faite, hein, une super communication, super technique de communication, qu'on voit aujourd'hui aussi se développer. Eh bien, on voit que l'évolution fait qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout la même manière d'être en relation avec l'information, avec la communication, dans les relations avec tout le monde. Ça a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Au Moyen-Âge, c'était une bande de bandits qui prenaient le pouvoir et qui se faisaient seigneurs. D'autorité, ils arrivaient, ils soumettaient tout le monde, ils effrayaient tout le monde, et puis ils se mettaient seigneurs, et puis ils disaient aux gens, allez, construisez-moi un château, et puis ils se faisaient un château. C'était des scélérats, et ils ont fait comme ça la noblesse. Ils ont installé une noblesse qui, petit à petit, d'héritage en héritage, en pensant à son éternité, en imaginant qu'ils allaient pouvoir devenir éternels. Ça, je suis d'accord avec ce discours qui peut paraître un peu fantaisiste, mais je suis d'accord avec ce discours où les gens, il y a des gens qui sont obsédés par le fait de devenir immortels et qui ont dans la tête une sorte d'immortalité, mais qu'en fait, ils se payent du bon temps avec le temps des autres. Ça, moi, j'ai bien vu qu'il y a beaucoup de gens qui augmentent leur temps de vie avec le temps des autres. Alors ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait à la même responsabilité dans l'organisation sociale. C'est vrai, ce sont les gens qui acceptent sans avoir réfléchi plus que ça, par confiance. Il faut voir que les gens sacrifient leur liberté parce qu'ils ont confiance. Comment on peut arriver aujourd'hui à une situation comme celle dans laquelle on est arrivé? Eh bien, c'est parce que les gens, après avoir un petit peu discuté dans leur tête, ils se sont dit, ouais, il y a des gens qui pensent pour moi. Il y a des gens, je leur ai donné un chèque en blanc dans l'élection pour 5 ans. Ils ont un chèque en blanc. Et donc, qu'ils fassent au mieux de ce qu'ils peuvent. Et c'est ça, le sacrifice de sa liberté. C'est-à-dire que je vais accepter par confiance. Alors, il y a des gens qui contestent, qui sont là, qui disent non, je ne suis pas d'accord, dit Carlo, moi, je fais des procédures. Et il y a Louis Fouché aussi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de discuter avec lui, avec lequel il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, parce que ça monte sur des sphères avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je ne partage pas ces sphères-là. Mais je suis d'accord avec ses analyses médicales, scientifiques, de recherche, où il dit très clairement qu'il y a un usage abusif, inopérant des modes de médication et qu'on pourrait très bien faire de la prévention médicale. On pourrait très bien mieux soigner préventivement, enfin, non pas soigner, mais entretenir la santé.
déjà, si on entretenait la santé, ça serait déjà mieux que de vouloir médicaliser les gens comme on l'a fait et comme ça a été fait dans les EHPAD où les gens se retrouvent à devoir être vaccinés. Enfin, il y a des trucs quand même assez horribles qui se passent. Donc, c'est toutes ces petites servitudes. Alors, est-ce que c'est de la désobéissance ou est-ce que c'est plutôt d'être plus vigilant sur le fait d'avoir confiance aveugle? C'est pas parce qu'on élit quelqu'un qu'on doit mettre un bandeau sur les yeux et se dire « Allez, vas-y, c'est toi maintenant qui décides pour toute cette période de ton mandat électoral. » Ça, c'est une grosse erreur. Alors, tu rappelais qu'il y a des manières politiques de mieux gérer la vie politique, c'est-à-dire le référendum populaire, par exemple, ça a été dit et exprimé par beaucoup de personnes. Moi, je ne suis pas très sûr de ces modes de consultation parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Non, mais ce n'est pas question, Jean-Louis, excusez-moi, mais là, ce n'est pas question de juste ou pas juste. La question, c'est que c'est inscrit dans notre Constitution à la même place que la représentation populaire, c'est le référendum. Et le gros souci est qu'effectivement, le référendum n'est pas utilisé au même niveau que la souveraineté représentative du peuple. Et c'est là qu'effectivement, on parle de ce mode de consultation. Non, ce n'est pas une consultation, c'est une expression politique que l'on ne veut pas utiliser. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, si les lois puissantes, celles qui peuvent être permanentes et durables, étaient peut-être quelques lois fruits du référendum populaire, il y aurait une plus grande acceptation parce que le peuple s'était exprimé personnellement. Regarde ce qui est en train de se passer en Suisse. Il y a un référendum qui va porter sur les ordonnances, sur l'ordonnance très importante qu'on appelle l'ordonnance Covid, parce qu'effectivement, en Suisse, le référendum a une place essentielle dans la gestion politique. Je ne dis pas que la Suisse est un arbre de liberté et de bonheur, mais c'est la manière dans laquelle les Suisses gèrent, et il y a très peu de protestations. Par contre, dès lors que le pouvoir s'exprimait par voie d'ordonnance, il y a eu des manifestations. Et quand les Suisses décident, même parfois des choses qui peuvent être pour nous conservatives, eh bien, les Suisses l'acceptent parce que c'est le fruit du référendum populaire. C'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose de très important. Et je voudrais rajouter une chose, Jean-Louis. Je ne voulais pas, quand tu as parlé que moi je fais des postures, pas du tout. Réaction 19 est une association qui a utilisé et qui utilise le droit contre la loi. J'ai tenté depuis 14 mois d'utiliser le droit pour permettre aux gens de ne pas se faire écraser par le policier, par le maire, par le directeur d'école, par le professeur, par l'instituteur qui joue son petit rôle de chef. Et c'est là que je disais que le droit est devenu libérateur. Parce qu'à partir du moment que l'on connaît le droit par rapport à la loi, et quand tu veux m'imposer quelque chose qui est injuste, et je peux te le montrer en te donnant une explication juridique qui n'a rien à voir avec la force de la loi, parce que la loi, je le répète encore, peut être injuste, et c'est ça qui est le groupe. La force du droit. Pourquoi on n'enseigne pas le droit? Pourquoi on n'enseigne pas le droit à l'école? Parce que si les gens connaissaient le droit, le pouvoir aurait beaucoup plus de mal à imposer ses propres volontés au peuple. Alors, nous sommes d'accord au moins sur quelque chose. Déjà, là, encore une fois, c'est le fait que enseignons. Bien sûr. Bien sûr. Alors, toi, tu dis enseignons le droit. Je ne suis pas opposé du tout à ce qu'il y ait une bonne matière sur le droit. Moi, j'avais trouvé que c'était intéressant à l'époque, quand j'étais gamin, l'instruction civique. Appelle-le comme tu veux. Mais l'important, c'est que l'instruction civique, il y a une composante que je ne partage pas, c'est que la notion de civisme par rapport, ça me fait penser beaucoup à la morale, à ces notions à géométrie variable. Alors qu'apprendre le droit, c'est apprendre un raisonnement. Moi, quand on dit « Ah, le Conseil d'État a rendu une décision », eh bien, ce que le Conseil d'État a rendu le 1er juin est écrit dans la réaction 19 depuis des mois, que nous rappelons que les enfants ne doivent pas porter le masque pour les sports, que les enfants, quand un médecin déclare qu'un enfant ne doit pas porter le masque, il n'a pas besoin d'énoncer le motif, etc., que la directrice de l'école et que le médecin de l'école ne sont pas juges du certificat médical. On l'a écrit depuis des mois. Pour ça que ça nous a permis de scolariser les enfants contre celles et ceux qui disaient « Ah, c'est la loi ». Donc, ça veut dire qu'enseigner le droit, c'est avant tout un raisonnement, une manière de procéder, d'utiliser le mécanisme analytique pour pouvoir comprendre ce qu'on a devant soi. L'éducation civique, c'est un peu le cours de morale.
Ah, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Alors que enseigner le droit, c'est plutôt enseigner la désobéissance qu'enseigner l'obéissance. Donc, Alors, en fait, plutôt, je je dirais que citais, si tu veux bien, juste, Edith, excuse-moi de me précipiter sur le micro. Il est 15h09, Ah, je vois. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je citais l'instruction civique pour dire que c'était déjà un premier pas qui avait disparu et effectivement qui était détourné sous des angles de morale. Et c'est au cours d'une instruction absolument. civique, d'ailleurs, que le prof d'instruction civique et de morale, parce que ça s'appelait comme ça, m'avait fait découvrir Pierre-Joseph Proudhon, et que c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais être très très familier avec une contestation non autoritaire. Et donc, moi, ce n'est pas tellement le droit enfin le droit au sens de la loi que j'enseignerais. Mais je dis bien que c'est une partie importante aussi quand même de la relation en société. Mais c'est plutôt la manière dont les gens prennent des décisions, font des choix et acceptent de participer à un projet. C'est-à-dire que quand on est confronté à ce projet-là, on a été confronté à un projet, ouais, moi j'en ai parlé autour de moi, c'est vrai que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette manière de gouverner, et j'ai dit que je trouvais que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, juste sur le plan de la raison, de l'utilisation de la rationalité. Et je trouve que ce qui devrait être enseigné, beaucoup plus, c'est l'usage de la raison. Parce que l'usage de la raison est très mal enseigné. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on leur présente des raisonnements, mais on ne leur permet pas de se l'approprier et de grandir en conscience. C'est-à-dire que quand je citais Rabelais tout à l'heure, ce n'était pas pour rien. C'est pour dire on peut apprendre la liberté comme on peut apprendre la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui grandit avec le temps. J'étais beaucoup moins conscient quand j'avais 8 ans, 10 ans, etc. Et puis, je suis devenu de plus en plus conscient. C'est donc quelque chose qui s'acquiert, et c'est quelque chose, il y a des personnes qui ne l'acquièrent jamais, parce que c'est comme l'électricité, il faut tout brancher, mais là, il n'y a aucun branchement, ou pas beaucoup, et ils ont une toute petite conscience. Et par contre, ils peuvent avoir une grande instruction. Et des personnes qui peuvent avoir une petite instruction et une grande conscience. Et la conscience, c'est la manière dont on est en relation avec l'existence, avec la vie, avec les autres. Et vous voyez, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai arraché un arbre de l'endroit où il était et je l'ai planté ailleurs. Alors, je vous ai dit la finalité. Mais quand je l'ai fait, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à cet arbre, puisque c'est un érable du Canada, et ça ne coûte pas très cher, ce n'est pas le prix, mais il était là, je vais l'enlever d'un endroit et je vais le mettre ailleurs. Et je me suis plu à me dire que l'existence de cet arbre qui était là et qui aurait très bien pu continuer à prospérer là, si jamais les propriétaires n'avaient pas dit qu'ils allaient l'arracher et pour le mettre à la benne. Alors moi, je me suis dit non, cet arbre, il est déjà beau, il fait 1,20 m, c'est dommage, je peux le prendre et je peux le planter, ça va me faire plaisir d'ailleurs, c'est un beau petit arbre déjà, et donc je vais le planter là. C'est une relation à l'existence. Rien n'empêchait, par exemple, cette personne, le propriétaire m'a dit, mais vas-y, prends-le. Donc, lui aussi, il était dans cette dynamique de protection et ça lui faisait de la peine de le jeter. C'est la raison pour laquelle il a cherché quelqu'un qui prendrait ça. Et vous voyez, sur cette planète, on ne fait que passer. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, qu'on ne fait que passer sur la planète et qu'il faut donner du sens à notre existence parce que, sachez-le, je pense que notre existence n'a pas de sens transcendantal. Rien. Par contre, quand on vit en société, eh bien, on partage des choses avec les autres, on fait vivre une entente avec les autres,
et on fait vivre de la qualité de la relation, du bien-être. Quand on partage, c'est vraiment vachement agréable de partager des choses avec les gens. Et c'est ce que j'ai voulu partager. Et je crois que ce qui est important, c'est ça. C'est pas la richesse, parce que comme tu le dis, on l'emporte, la richesse, dans l'esprit, et puis tout s'éteint et c'est fini. La lumière est terminée. Et ce qui nous manque, c'est pour pouvoir profiter de la richesse qu'on pourra avoir accumulée, c'est l'idée qu'on va pouvoir revenir en profiter éventuellement. Donc, c'est complètement illusoire. Donc, c'est ça. Pour moi, le sens de la vie est vraiment très important, qu'on puisse savoir pourquoi est-ce qu'on vit en société, quel sens on lui donne et quel plaisir on peut avoir à bien passer ce temps de vie entre naître et mourir. Et je crois que ça, c'est malheureusement quelque chose qui ne peut être réfléchi que quand on arrive à un certain âge. Parce que quand je vois des jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour une cause absurde, qui vont se sacrifier dans des guerres qui leur sont commanditées, eh bien, déjà, ça, c'est la première chose que je dirais. Pour être libre, ne vous inscrivez pas dans des guerres qui ne sont certainement pas les vôtres, qui sont celles d'autrui, et qui sont celles qui vont faire que d'autres personnes vont vivre plus longtemps grâce à votre vie. Parce que si c'était leur guerre, alors ils devraient aller sur le terrain de bataille pour se sacrifier eux-mêmes pour leur cause. Mais ils envoient quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'ils prolongent leur vie. Ils exploitent nos vies, vos vies, notre liberté, votre liberté, et surtout, ce qui est le plus difficile pour moi à digérer, c'est ma liberté. Donc, quand vous prenez soin de votre liberté, vous prenez soin de ma liberté. C'est la démonstration que ma liberté s'étend au travers de la vôtre, s'étend au travers de celle des autres. Ah, vous n'êtes pas propriétaire de votre liberté, c'est un bien commun. Et c'est ça, pour moi, qui est important, c'est de partager ça avec tout le monde. Ben, merci à vous deux. J'allais vous dire le mot de la fin, mais en fait, vous avez anticipé sur le mot de la fin. Quelque part, ce mot de la fin, c'était vous demander quel serait pour vous un monde libre, le monde de demain, notre monde de demain, par exemple. Eh bien, de ce que je comprends, c'est que du côté de Carlo, ça serait déjà de toute façon un passage à notre monde qui est un monde de droit. Le monde de droit, eh bien, il faut peut-être être armé, être équipé d'un esprit juridique, et donc d'où l'enseignement que tu proposerais effectivement un enseignement dans cet esprit juridique, mais pour ce passage, et un passage qui est peut-être un passage obligé, vers un autre monde. Un monde qui, à l'image de ce qu'indique Jean-Louis, eh bien, qui est un changement de paradigme et un monde d'entente sociale, basé de réflexion, de rationalité, d'usage de conscience. Donc, est-ce que cela peut résumer en fait vos points de vue qui, en définitive, ne sont pas opposés, seraient peut-être complémentaires l'un vis-à-vis de l'autre? Je pense qu'entre ce que j'ai pu dire et ce qu'a dit Jean-Louis, il n'y a aucune contradiction. On a passé notre temps à se compléter, dans lequel il ressort peut-être le dénominateur commun, c'est que nous sommes tous les deux, et peut-être avec toi aussi, des personnes libres, parce qu'on tente quand même de cultiver notre connaissance. Et j'utilise bien de parler le mot cultiver notre connaissance. Ce n'est pas, c'est d'alimenter notre connaissance. Alimenter la connaissance, c'est alimenter notre cerveau et notre cœur et notre esprit, notre âme, et pour vivre dans le présent. Pour vivre dans le présent. En réalité, le carpe diem romain, ce n'est pas carpe diem, mais prendre le plaisir. Carpe diem, selon la conception romaine, c'est vivre le présent. Parce que le présent est le passé, le présent est l'avenir en permanence. Donc, vivre le présent, ça veut être là, et en utilisant un terme de la méditation et pas de la médiation, c'est vivre en pleine conscience. Vivre en pleine conscience, ça veut dire être là, avec le corps, avec notre esprit, avec notre volonté de vivre, d'exister, de partager, d'aimer, d'être toujours dans une situation dans laquelle nos émotions, notre cerveau soit toujours en train de
fébrile, soit là, en fibrillation. Et c'est ça qui est la beauté de la vie. Ce n'est pas combien d'années nous restons sur Terre, mais comment nous sommes restés sur cette Terre et à quoi nous avons voulu ou tendu. Parce que là aussi, c'est la grande question. Parce que celui qui est inspiré par des bonnes pensées, comme il dit Comte de Sponville, je préfère 10 personnes qui prient dans une église que 10 qui tentent de faire sauter, de faire un acte de terrorisme. Ça veut tout simplement que la pensée juste est celle quand même qui dicte l'homme et qui lui dicte la manière saine de vivre aussi par rapport à soi-même, par rapport aux autres et par rapport à la nature. Jean-Louis, tu voudrais rajouter quelque chose? Alors, tu as demandé ce qu'on pourrait dire d'une société de demain. Moi, je suis peu utopiste, même si j'ai indiqué tout à l'heure que il y a toujours un petit feu sacré, comme me disait un ami, quand j'étais gamin, je marchais dans la rue et il y avait un vieux monsieur, pour moi, hein, il avait les cheveux longs, blancs, et il était avec des cannes, et il dit, il portait des sacs en même temps. Alors moi, j'avais 18 ans, j'étais alerte, je lui dis, vous voulez un coup de main? Alors je lui prends ses sacs, et puis il se dit que je vais partir avec. Hein. Non, il ne s'est pas dit ça. Je prends des sacs, et puis il m'a invité à déjeuner chez lui. Donc, j'ai discuté avec ce vieux monsieur, et donc il me dit qu'il était un libertaire. Et il était chercheur au CNRS, il s'appelait Jean Nekorodchev. Il est mort depuis, mais il a toujours eu cette idée d'être tourné vers les autres, d'être intéressé par ce qui se passait chez les autres. Et donc, là, pour moi, la société de demain, c'est une société, pas la société de demain, la société qui continue depuis hier, aujourd'hui, et puis demain, parce que ça me fait quand même doucement rigoler quand j'entends la société de demain, comme si c'était l'après-Covid avait du sens. Tu vas demander à des gens dans certains endroits, l'après-Covid, pour eux, c'est rien du tout, ça n'existe pas. Hein. Ils se disent, c'est quoi? Ils ne savent même pas que le Covid a existé. Hein. Donc, il faut quand même pas se raconter d'histoire plus que le Covid, c'était un événement. Bien sûr que ça nous aura cassé les pieds pendant un an et demi, 2 ans maintenant. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'il va y avoir l'après-Covid. Il y a la continuité et il n'y aura pas de changement. J'ai une mauvaise nouvelle s'il y en a des gens qui disent il va y avoir un grand changement. Mais non, il n'y aura pas de grand changement. Il y a tout simplement la continuité de ce qui se passait déjà avant. Alors, peut-être que ça fera peut-être mal aux doigts de certains, peut-être que ça va être difficile, mais je ne vois pas qu'il va y avoir une grande modification. Moi, ce que je pense, c'est que, vous voyez, ayant créé un métier il y a 20 ans, eh bien, ce métier, il est en train de se développer. Et c'est vrai qu'il se développe dans le champ voisin du droit, puisque il y a eu le contrat social. Et maintenant, moi, j'ai proposé de voir un autre paradigme fondateur des relations, c'est l'entente sociale. Les relations ne se fondent pas sur des contrats, elles ne se fondent pas sur des écrits, elles ne se fondent pas parce qu'on dit « top là, on s'entend pour faire tel projet ». Ça se fonde d'abord sur des ententes. Et c'est comprendre l'entente. Et je crois que on y va à tâtons, mais on y va. On y va doucement, avec même la mondialisation, même les outils Internet, même avec les peurs. C'est toujours effrayant quand il y a des choses qui viennent comme ça, qui se développent, il y a plus de liberté, les gens ont peur, il y a des gens qui cultivent la peur. Hein. Mais je vous ai dit, l'éloge de la fuite, c'est la peur aussi hein, qui fait ça. C'est parce qu'on a peur qu'on se méfie des autres. Mais aussi, après, quand on s'apaise, on voit qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et puis qu'on peut dominer la peur, qu'on peut dominer les craintes, qu'on peut dominer ce qui effraie. Et à ce moment-là, il y a plus de liberté. Moi, je me souviens qu'en 1981, quand Mitterrand est passé,
on a eu plus de liberté. Alors, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais on a eu plus de liberté. Souvenez-vous, les radios libres. Et c'était pas mal. Eh bien là, ce qu'on fait, on fait de l'Internet libre. On parle petit à petit, on se fait des audiences, on discute. Toi, Carlo, quand tu as réussi à toucher plus de 70 000 personnes. Régulièrement, nous, on fait des émissions, bon, il y a 50 personnes, et puis après, il y en a beaucoup plus, il y en a 1000, 2000, 10 000 qui vont voir l'émission. Donc, ça, c'est notre parole devient de plus en plus libre. Et il faut voir qu'en 81, je le dis, c'était les ondes qui ont été libérées. Et regardez, comme ça va être difficile pour la gouvernance autoritaire de mettre la main sur cet outil de liberté qu'est Internet. Moi, je me souviens quand ça a été fait, Internet. Il y a des gens qui disent, ouais, ça a été fait dans un environnement militaire. Oui, mais ça a été approprié par un environnement culturel, de chercheurs, et particulièrement un art. Donc, si je dis ça, c'est parce que c'est vrai, la liberté, c'est quelque chose qui ne supporte pas l'autoritarisme. Moi, j'aimais bien, et je laisserai quand même pour moi, et je ne dirai plus rien après, pour ça, pour conclure mon propos, pour citer Michel Bakounine, qui a marqué ma vie. Parce qu'il y avait un petit bouquin qui avait été publié chez Pauvert, qui s'intitulait Liberté. Donc, quand on a discuté pour mettre en place cet échange avec Carlo, le mot liberté, pour moi, a des sens multiples, au sens de ma vie, mais aussi au sens de ma littérature, de ce que j'ai appris et des auteurs qui m'ont marqué. Et c'est chez lui, chez Mikhail Bakounine, que j'ai retenu l'idée, donc le fondateur, le père de l'anarchisme libertaire, hein, de la démarche libertaire, c'est chez lui que j'ai retenu cette idée que ma liberté ne s'arrête pas à celle d'autrui, elle s'étend au travers de celle d'autrui. C'est parce que tu es libre que je suis libre, c'est parce que vous êtes libre que je suis libre, et si je ne suis pas libre, vous perdez une partie de votre liberté. Et j'aimais bien cette idée-là, parce qu'il disait qu'il ne reconnaissait d'autorité que celle du cordonnier. Et j'ai fait une petite vidéo sur l'ultra-crépidarianisme à ce propos-là, puisque c'est l'autorité du cordonnier, autrement dit l'autorité de la personne compétente, et personne d'autre. Et que ce n'est pas l'autorité de fonction que je reconnais, mais pour ça, je crois qu'il manquait quelque chose, il manquait l'idée d'apprendre. La liberté, ça s'apprend, et c'est ce que j'ai voulu faire en créant la profession de médiateur, diffuser des connaissances de liberté. Mais ça ne peut se faire que conjointement à une posture de contrat social ferme, solide, parce que ce sont deux paradigmes qui se côtoient, et je suis content d'avoir deux avocats pour pouvoir le dire en face de moi. La profession d'avocat, les professions du droit sont nécessaires, indispensables, et vous le montrez tous les deux, pour défendre les libertés, défendre les droits et défendre malgré la loi, défendre envers la loi et parfois avec la loi quand les choses sont justes, parce que la loi n'est pas forcément juste et il faut faire élever le droit, et c'est là où en tant que médiateur nous pouvons aussi intervenir pour faire élever la discussion du droit des personnes. Et je parlais du droit à la liberté de décision parce que c'est fondateur de notre vie. Donc, j'ai dit ce que je voulais dire et j'ai dépassé même mon temps de parole comme d'habitude. Ça, c'est à tous les deux, vous êtes deux bavards et vous êtes des passionnés en fait. C'est même pas des bavards, c'est d'être des passionnés par ce que vous faites. Et justement, le débat a été particulièrement riche. Carlo, tu voudrais peut-être nous dire
le mot de la fin. Mais peut-être à nous parler des actions de Réaction 19, peut-être aussi. Où tu en es? Non, non, bon, je ne voudrais pas trop parler de Réaction 19 aujourd'hui parce que ton invitation sur la liberté, c'est une manière aussi de me détacher un tout petit peu et de faire une petite coupure par rapport à ces interviews où je parle effectivement de Réaction 19, etc. Bien sûr qu'on a des actions et peut-être ça sert à une autre part. Aujourd'hui, je voudrais vraiment rester accroché au thème et le thème de la liberté. C'est un thème que je vais te donner mon accord parce que ça me plaisait beaucoup et ça me permettait aussi d'avoir la possibilité de sortir un peu de certains thèmes coronavirus ou Covid qui m'ont et avec qui nous partageons voilà, depuis des mois. Moi, j'avais dit une phrase qui était reprise dans ce documentaire décrié qui s'appelle Hold Up. Chaque fois qu'on laisse un peu de liberté pour la sécurité et la santé, ces libertés, on ne les retrouve plus. C'est tout simplement, c'est une alerte. C'est une alerte forte à tout le monde. Tu parlais, et Jean-Louis, moi j'aime beaucoup la médiation. Et quand tu parles de médiation, moi je suis absolument porteur des moyens alternatifs de règlement des litiges. J'étais un des premiers à faire des cours de formation au barreau de Paris, parce que j'étais toujours passionné de cela. Mais quand on parle de médiation, on parle de quelque chose qui est très loin de la loi. La médiation se rapproche beaucoup plus du droit. Elle se rapproche beaucoup plus de la recherche de ce qui est juste. Et ce qui est juste arrive par le dialogue, par l'échange. Celui que devant un tribunal se fait par la guerre, on prend un avocat, notre avocat, on porte des thèses et puis à un moment donné, le jugement va arriver. Alors que dans la médiation, le médiateur, c'est quelqu'un qui va tenter d'élever les plaideurs au rang de la connaissance. Comprenez ce que vous êtes en train de faire, comprenez la situation dans laquelle vous êtes en situation de conflit, vous êtes en situation de contentieux, mais si vous travaillez et vous arrivez à glisser de la connaissance, de la pensée et de la justesse, vous arriverez à trouver la solution qui sera la solution idéale, celle qui permettra de retrouver quoi? L'harmonie. L'harmonie. L'harmonie entre les êtres humains. En réalité, le jugement n'est pas quelque chose d'harmonieux. Le jugement est une désharmonie parce que le jugement, c'est une autorité qui va imposer une solution qui ne sera pas nécessairement acceptée parce que quoi qu'il en soit, même si elle sera acceptée, il y aura toujours à l'intérieur de celui qui a perdu la rage de la défaite. Alors que dans la médiation, ça approche de la transaction, ça rapproche de cet échange qui se fait à l'intérieur du contrat social, mais qui est avant tout un échange qui s'est fait de manière humaine, dans lequel l'humain retrouve sa place, dans lequel l'homme, nos besoins, nos volontés, notre conscience, etc. Dans la médiation, tous les facteurs sensoriels sont en jeu. Parce que dans la médiation, on se voit, on se regarde. Il y a les avocats, mais il y a aussi les parties. Et il y a quelque chose qui est épidermique. Ce n'est pas simplement des thèses fondées sur des articles de texte ou des lots. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est qu'à travers la médiation, et à travers ce que vous faites, ce que vous préconisez, c'est la recherche de l'harmonie. Et moi, avec REF 119, indépendamment des actions judiciaires que j'ai entrepris ces actions judiciaires parce que pour moi, il y avait une désharmonie. Parce que porter le masque en permanence, c'est une désharmonie. Parce que vacciner avec des produits qui sont des OGM, c'est quelque chose qui n'est pas une harmonie. Ce n'est pas harmonieux parce que je ne suis pas un anti-vax, je ne suis pas un anti-masque. Tout ce qui est excessif me dérange. Tout ce qui est autoritarisme me dérange. Moi, ce que j'aime la responsabilité individuelle, j'aime la conscience de chacun, j'aime la souveraineté de chacun. Et quand je lui parlais que, effectivement, ma liberté n'est pas celle qui s'achève devant la liberté d'autres, mais ma liberté s'épanouit quand, effectivement, l'autre. Et quand je fais du droit, je tente de donner les outils qui permettront à celui qui va m'écouter, à celui qui va me voir, à celui qui va me ressentir, de trouver aussi les outils pour qu'il puisse lui-même vivre sa propre liberté. Je terminerai sur... j'étais à Sifour-de-Plage il y a 2 mois et la police me demande de mettre le masque pendant le marché, la distribution de tracts pour éviter des conflits. Très bien. Et quand je sors, je me rapproche et puis il y a un monsieur âgé qui dit « Ah, vous avez mis le masque de la levé, vous savez. » Il avait un bâton, il était un peu claudiquant et 80 ans, même plus.
Et puis, vous savez, moi, je n'ai jamais porté le masque. Même quand la police s'approche, moi, je donne des explications. Parce que je suis allé sur un site d'une association dans laquelle il y a un avocat italien qui explique tout pour pouvoir se défendre, pour ne pas porter le masque. Et vous, que vous parlez de ne pas porter le masque, vous l'avez porté dans le marché. Et vous devriez aller lire ce qu'écrit l'avocat italien. C'était magnifique parce qu'il parlait de réaction du neuf et quand je lui ai dit que c'était moi l'avocat italien, on a commencé à rigoler, on s'est embrassé pour dire que c'était pour moi la plus belle des victoires. Entendre quelqu'un dire j'ai pris les arguments, je les expose, les policiers 3 fois a voulu mettre en PV, je n'ai jamais été parce que j'expliquais ce que. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que ce droit-là est devenu un droit libérateur de quelque chose que je considère absurde depuis toujours et qu'enfin hier on se décide d'enlever. Donc voilà, c'est pas une conclusion philosophique, mais c'est une conclusion réaliste. Ça veut dire que quand on peut donner les outils pour qu'on puisse être libre face à l'autoritarisme, parce qu'effectivement, ne confondons pas l'autorité et l'autoritarisme, ce sont deux choses différentes. L'autorité, quand elle est légitime, je suis prêt à accepter ce que l'autorité légitime peut m'imposer pour mieux vivre. Mais quand c'est de l'autoritarisme dépourvu de toute logique juridique, humaine, scientifique, comme il disait aussi Jean-Luc tout à l'heure, c'est le manque de culture d'instruction dans laquelle on fait travailler pas le malade imaginaire, mais des médecins imaginaires qui ont passé leur temps à nous imager, à nous faire vivre dans l'imaginaire. Eh bien, effectivement, c'est là que cet autoritarisme, je dois le combattre par la force du droit. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Vraiment. Merci Edith. Merci Jean-Luc. Librement TV, on a la chance d'avoir donc 2 intervenants prestigieux cet après-midi. Merci à vous deux. On l'a compris à travers la liberté et ce thème de liberté, en fait, eh bien, c'est l'humain qui est au cœur du débat et cet humain que l'on essaye le plus possible d'aider, de mettre en avant pour vraiment donc faire qu'il soit dans la liberté. Donc, merci à vous deux. Merci à tous qui nous ont, qui nous ont suivis durant cet échange, que vous pouvez revoir donc en rediffusion sur librement.tv et peut-être médiateur.tv, Jean-Louis. Oui, vous avez accès dans quelques heures, hein, parce que le temps de la retransmission, mais ça va passer sur librement.tv et vous l'aurez également, parce que librement.tv est une section de médiateur.tv. Voilà. Donc, merci de cette Edith, si tu me communiques le lien, je le communiquerai pour que ce soit sur le site de Réaction du Neuf, afin que librement.tv soit plus connu encore, parce que l'émission était très intéressante, et aussi la médiation professionnelle. Cette synergie est importante parce que ce sont tous les ruisseaux qui amènent et font la grande rivière de l'humanité et de la liberté. Oui, tout à fait. Et la médiation apporte surtout la liberté des parties, absolument, de pouvoir absolument. élaborer ensemble un véritable projet de résolution de conflit. Absolument. On est vraiment dans l'humain au cœur du débat. Absolument. Voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Voilà, j'espère qu'ils ne se sont pas ennuyés. Ils ont hypothéqué 1h30 de leur vie pour écouter un peu de liberté. Merci beaucoup. Merci Carlo. Merci Edith. Merci Jean-Luc. Merci. Au revoir. Bye. Merci.